Bon, bonjour. Alors, je suis Ellie Green et j'écris des romans sur la piraterie. Enfin, en tout cas, mes premiers romans publiés c'est une trilogie sur la piraterie du ciel. Donc, dans un monde fictionnel. Ce sont des pirates à bord de navires qui volent. Donc, je prends pas mal de liberté sur certains principes physiques. Mais par contre, les pirates qu'on rencontre dans ce livre sont plus proches des pirates qui ont vraiment existé pendant l'âge d'or de la piraterie au XVIIe et XVIIIe siècle que les pirates de la pop culture qui véhiculent pas mal de clichés. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un petit jeu, un petit quiz pour voir un peu ce qu'on connaît des pirates, ce qu'on pense en connaître et qu'est-ce qui était vrai en fait à leur propos. Alors avant, je peux vous parler un petit peu de comment je m'y prends pour faire ces recherches. Alors, j'ai pas vraiment de méthode, hein, je suis pas historienne, loin de là. C'est plus un travail d'immersion en fait. Donc je lis tout ce que je peux trouver à propos des pirates, mais je vais aussi sur place. Donc je suis allée à Saint-Malo pour rencontrer des historiens qui s'occupent d'une maison d'armateurs corsaires. Et je suis allée aussi sur l'Hermione, qui est une réplique d'une frégate du XVIIe siècle, 18e pardon, et qui a emmené Lafayette aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance américaine. Et en fait, c'est une frégate qui navigue encore comme à l'époque, avec les moyens de l'époque, avec des professionnels et volontaires à leur bord qui ont un métier qui n'existe nulle part ailleurs que sur l'Hermione. Donc, ce sont des gabiers qui sont des spécialistes de la navigation à voile sur des gros bâtiments comme ça. Et donc, je suis allée plusieurs fois les embêter, les assommer de questions, leur demander de me raconter leur vie à bord, parce que c'est ça ce travail d'immersion. Et du coup, j'avais besoin de savoir comment se passait la vie à bord, entre équipages, comment était réparti le travail, tout ça. Voilà, donc en fait, c'est autant de lectures d'historiens que de témoignages aussi, ces espèces de portails temporels que certaines personnes incarnent, comme les gabiers de l'Hermione. Et quelque chose qui est très pratique quand on a publié un premier livre, c'est une certaine légitimité à mettre son nez partout. Et du coup, par exemple, pour le musée de la maison de l'armateur corsaire à Saint-Malo, euh, en expliquant que je venais faire des recherches pour un livre sur la piraterie, tout de suite, les gens qui y travaillent ont beaucoup plus à cœur de me montrer plus de choses, de m'expliquer plus de choses. Donc après la visite guidée, j'ai pu avoir accès à des pièces de la maison qu'on ne montre pas normalement au public et davantage d'explications. Donc ça, en fait, une fois qu'on commence, derrière, il y a cet engrenage où plus on en apprend, et plus on devient légitime, plus on nous en montre. Et ça, c'est super parce que du coup, on peut partager la passion de spécialistes et de ces gens qui travaillent comme ça, enfin de ce travail de mémoire en fait. Voilà. Et alors, ces recherches sur les pirates, en fait, je les ai commencées très jeune parce que c'était un sujet j'allais dire de passion, d'obsession plutôt, euh, voilà, que j'ai depuis que je suis petite. Donc voilà, en commençant à écrire Steve Sellers, j'avais déjà une bonne notion de l'histoire de la piraterie qui s'est étoffée après au fur et à mesure parce que pour écrire certains passages, parfois on se dit ah bah ça je connais pas, ça je saurais pas trop le décrire. Du coup on va chercher des choses un peu plus précises et ça peut m'arriver de perdre une demi-journée à apprendre comment marche un canon du XVIIIe siècle pour écrire 2 lignes. Voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que je mets un petit peu de temps à écrire les livres. Et par contre, là, je parle un peu d'un prochain projet qui est en construction. Ça se passera juste après la guerre de sécession aux États-Unis. Et moi, ça, c'est un domaine que je connais pas du tout. En tout cas, pas autant que la piraterie. Du coup, il faut que j'apprenne des notions d'histoire sur la guerre de sécession, mais aussi des notions sociétales à propos de la place des Noirs à l'époque, la question aussi de l'histoire des tribus aborigènes natives, parce que forcément, ils vont apparaître dans le livre. Et du coup, pour ça, j'essaie de rentrer en contact avec des gens qui sont directement concernés, donc des membres de ces tribus, ces descendants. Ouais, donc ça aussi, ça me prend pas mal de temps. Mais je trouve en fait, je pense que chaque auteur a sa façon de travailler là-dessus. Et moi, j'arrive pas à écrire sur un sujet si j'ai pas fait d'abord un travail d'immersion dedans. Il faut limite que je vive l'histoire pour pouvoir l'écrire.
Voilà, donc ça c'était un peu sur mes non-méthodes de recherche, parce que c'est pas très rigoureux et pas très méthodique, mais par contre j'y mets tout mon cœur. Est-ce que vous avez des questions justement là-dessus, sur ce petit travail d'investigation Non. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent. Est-ce que c'est pas un petit peu dur des fois de mettre de côté tous les clichés qu'on peut voir dans la pop culture par rapport à ce qu'on apprend suite aux recherches qu'on fait, du coup, de confronter un petit peu les deux Est-ce que c'est... Bon, ça doit sûrement être enrichissant, mais est-ce que c'est pas un petit peu compliqué d'essayer d'oublier tout ce qu'on voit déjà dans ce qui existe dans les films ou dans d'autres livres? C'est pas une difficulté, c'est plutôt surprenant, parce que du coup, quand on découvre certaines choses, l'envers du décor ou la vérité, on se dit ah oui, ça j'aurais pas cru, ou alors ah bah Pirates des Caraïbes, ils sont gonflés quand même. Enfin, c'est plutôt ce genre de choses. Après, on peut pas vraiment contourner tous les clichés quand on traite un sujet comme ça, parce que euh, si l'intérêt est né quand j'étais petite, c'est parce qu'il y a eu des clichés qui m'ont attirée. Donc le pirate sanguinaire avec le sabre clair, la recherche des trésors, ça par exemple, ça c'est, j'en parle pas dans le diaporama après, mais en fait il y a très peu de pirates qui ont enterré des trésors. On en connaît très peu qui l'ont fait, parce que déjà ils n'avaient pas le temps, c'était très vite dépensé, ou alors perdu, ou alors coulé, mais en tout cas, il y a, à part alors, Olivier Labuse, Labuse, qui était un corsaire, un pirate français, a priori, il aurait vraiment enterré un trésor qu'on n'est pas sûr d'avoir retrouvé encore. William Kidd aurait aussi enterré un trésor, mais finalement, c'est à part ces deux-là, en fait, a priori, il y a très peu de pirates qui ont eu l'opportunité de cacher un trésor. Donc voilà, ça c'est par exemple, c'est une image des pirates que par contre j'ai complètement utilisée dans le premier. C'est vraiment un équipage de pirates à la recherche d'un trésor disparu. Donc ça, voilà, ça c'était... il y avait aussi... Il fallait que je reste un petit peu fidèle à mon imaginaire aussi qui s'était construit autour de ça. Et puis, il y a aussi mes propres libertés, les libertés que j'ai prises en tant qu'auteur pour créer l'histoire. Donc forcément, il y a des choses... Un spécialiste de l'histoire de la piraterie qui lirait mon roman, même si j'ai essayé de rendre justice le plus possible aux pirates qui ont existé, c'est sûr qu'il lèvera les yeux toutes les 5 pages. Voilà. D'ailleurs, dans le troisième, j'ai fait une petite boulette dans une note de bas de page. Donc, ouais, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs aussi. Après, voilà, si vous avez des questions finalement qui vous viennent, n'hésitez pas à interrompre. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le petit quiz du coup? Faut que j'appuie sur les flèches. Okay. Ah ouais, donc du coup, c'est les pirates fiction versus réalité. Et je vais vous poser des questions. Oui, je ne suis pas sûre d'appuyer au bon endroit. Ah oui, non, en fait, je faisais clic droit. Voilà. Ah, donc ça, c'est un petit exemple d'œuvres de la pop culture et des classiques à propos de pirates. Donc il y en a certains que vous avez déjà connus. Donc L'île au trésor de Stevenson, c'est un grand classique. Pirates des Caraïbes, je le présente plus. One Piece, c'est un manga. Black Sails, alors Black Sails, c'est une série. Et alors sur l'histoire des personnages, que ce sont des noms de pirates qui ont vraiment existé, ils ont pris pareil certaines libertés. Donc par exemple Charles Vane, il est très sympathique dans cette série, alors que le vrai était un psychopathe complètement fini. Mais par contre, au niveau de l'ambiance et de la vie des pirates, c'est très très bien fait. Ça retranscrit bien ce que ça aurait pu être. L'île aux pirates, c'est un film assez sympa. Le fantôme de Barbe Noire, c'est un vieux Disney, donc Steam Sailor, je me suis mis dedans. Peter Pan et toutes ses interprétations. Et d'ailleurs, il y a un autre roman chez Gulfstream qui s'appelle L'Enfant Pan, qui donne une version des origines de Peter Pan, qui est écrit par Arnaud Druel. Les Goonies, les Goonies, c'est une des grandes inspirations. C'est un film qui a été tourné avant que je naisse, mais par contre, ça a fait... 83 ? J'aurais dit 82, mais 83, bah voilà. Mais par contre, il m'a suivi toute mon enfance. Et Hook, voilà, c'est pareil, ça aussi, c'est avec Dustin Hoffman et ça fait partie maintenant des classiques des films et des interprétations de Peter Pan.
Ouais, donc ça, c'est des œuvres où vous allez pouvoir trouver des allusions pirates, enfin non, des œuvres sur les pirates. Et voilà, certaines comme Black Sails prennent des libertés, mais sont quand même drôlement fidèles à ce que ça a été. Et d'autres jouent franchement sur le fantasme sympathique du pirate, comme Pirates des Caraïbes. Voilà. Mais bon, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes aussi, hein, c'est pas du tout pour cracher sur l'œuvre. Alors, donc justement, dans Pirates des Caraïbes, on parle pas mal du code de la piraterie. Est-ce que c'est une pure invention de Disney ou est-ce que ça a vraiment existé? Qui pense que c'est une pure invention? Et qui pense que ça a vraiment existé? Vous êtes drôlement fort, déjà. Alors, ah, c'est un petit peu... donc, c'est mal écrit, mais c'est vrai. Du coup, ça a vraiment existé. En fait, c'est pas un code comme on voit dans Pirates des Caraïbes, un gros livre voilà, qui sert de référence à toute la piraterie. C'est en fait chaque équipage avait ce qu'on appelle sa chasse partie, donc sa liste de règles, et certaines revenaient assez souvent. Et ceux dont on a le plus la trace, c'est ceux d'Henry Morgan et Bartholomew Roberts. Et ce qu'on va trouver, par exemple, dedans, c'est très intéressant, on va trouver les prémices de la sécurité sociale, par exemple. Donc avant nous, Français, on est très fiers de notre sécurité sociale, mais en fait, les pirates avaient déjà instauré ce système. Donc il y avait un pot commun, et quand un pirate perdait un membre en bataille, donc un bras, une jambe, un œil, il avait un dédommagement qui était pris sur le pot commun. On retrouve aussi, pareil, les prémices du droit de vote universel, parce que les pirates élisaient leur chef, leur capitaine. Toutes les décisions importantes aussi étaient prises au vote, voilà, au suffrage. Et tout le monde, à bord, avait le même droit de vote. Donc, quelle que soit l'origine du pirate, donc il pouvait être noir de peau, ça pouvait être une femme, mais il pouvait quand même voter. Donc, on parle quand même d'une époque où la traite des Noirs était florissante, où les femmes avaient le droit de se marier ou aller au couvent. Voilà, donc ils étaient quand même assez en avance sur certains principes d'égalité. Alors, la nourriture. Donc, qui pense qu'on mangeait assez bien sur les navires de pirates? C'est-à-dire bah, est-ce qu'on mangeait à notre faim? Est-ce que c'était de la nourriture de qualité? Et qui pense que la gastronomie, c'était pas leur fort? Alors, effectivement, c'était pas trop leur fort, la gastronomie, en fait. En fait, comme sur tous les navires à l'époque, les vivres frais qu'on embarquait au départ, très vite, il n'y en avait plus, parce que soit ils pourrissaient, soit on les finissait. Donc, on se retrouvait très vite à manger un peu ce qui restait. Donc, ils embarquaient de la viande très salée. Alors, pas parce qu'ils avaient des papilles HS, c'est parce qu'en fait, ça se conservait mieux. Les biscuits de mer, qui étaient juste de la farine et de l'eau, et qui très vite se retrouvaient farcis aux asticots. Et en fait, ils les mangeaient dans le noir pour ne pas voir les asticots, mais ça, au moins ça faisait des protéines. Le salmigondis, qui était un ragoût de reste, et ils mettaient beaucoup d'épices dedans pour pas qu'on sente que c'était pourri. Et l'eau. Alors l'eau, c'est pareil, elle croupissait très vite. Donc finalement, quand on représente le pirate toujours bourré, toujours une bouteille de rhum à la main, en fait, c'est parce qu'il buvait plus facilement à bord du grog, qui était un mélange de rhum, d'eau et d'agrumes. Parce que du coup, avec l'alcool, ça se conservait mieux et c'était plus salubre que l'eau. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on mettait de l'agrumes dedans ? Exactement, pour éviter le déficit en vitamine C qui donnait le scorbut. Et c'est pour ça aussi qu'on embarquait sur les navires qui avaient la chance d'avoir un armateur un peu aisé, on embarquait de la choucroute. Alors, la hiérarchie. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est un équipage de pirates qui est aux ordres d'un capitaine. Alors, qui pense que effectivement c'était ce modèle-là de fonctionnement à bord? Et qui il en faut un. Et qui pense que c'était un petit peu plus complexe que ça? Vous êtes très fort comme public aujourd'hui. En fait, effectivement, il n'y avait pas juste le capitaine qui donnait ses ordres à l'équipage. En fait, il y avait une organisation plus complexe et plus complexe. Alors déjà, les principaux chefs d'équipage, donc le capitaine et le quartier-maître, étaient élus par l'équipage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
En fait, en dehors des batailles, c'était plutôt le quartier maître qui régissait la vie à bord. Et quand on était attaqué ou quand il fallait donner la chasse à une proie, en fait, il n'y avait pas le temps de voter pour chaque décision. Donc dans ce cas-là, on avait élu un capitaine. Parce que c'était un très bon marin, un bon combattant, donc il avait la capacité d'organiser l'attaque ou la fuite rapidement. Voilà. Mais en dehors de ces circonstances, voilà, c'était plutôt le quartier maître qui organisait la vie à bord, et puis il était là aussi pour contrebalancer l'autorité du capitaine. Donc c'était voilà, toujours dans cette idée de donner les chances plus égales à tout le monde. Ensuite, on avait la maestrance, ce qu'on appelle aujourd'hui la maestrance. Donc ça, c'était des marins surqualifiés, donc des spécialistes de la charpente, des voiles, des armes. Et donc ceux-là, oui, ils pouvaient se former sur le tas, mais souvent c'était des gens d'équipage qu'on avait attaqués. On repérait un peu ce qui nous manquait dans l'équipage, et puis on disait, on te propose plus ou moins poliment de rejoindre notre équipage de pirates. Et après, voilà, le quartier maître et puis le capitaine désignaient des gens pour les seconder. Et je crois, j'arrive pas à voir d'ici. Ah oui, le Bosco. Alors le Bosco, on le voit un peu moins souvent dans les œuvres. Lui, c'est le spécialiste. Il connaît très bien le navire, il connaît très bien son équipage, il connaît les spécialités de tout le monde, et donc il articule les manœuvres. Parce que du coup, ça va aller vite, il va rendre les choses très efficaces. On dit, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu fais ça. Ouais. Donc lui, on en parle moins souvent, mais finalement, c'est une pièce maîtresse de l'état-major du navire. Ah oui, une question intéressante. La place des femmes. Alors, j'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais qui pense qu'à bord des navires, c'était un milieu très macho, il n'y avait que des hommes, et les femmes n'étaient pas les bienvenues à bord. D'ailleurs, à l'époque encore, on disait que les femmes portaient malheur à bord. Et qui pense que chez les pirates, c'était un petit peu plus libre. Donc effectivement, c'était quand même un milieu macho. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Il y avait plus d'hommes que de femmes, et ils étaient quand même imprégnés de la mentalité de l'époque, mais quand même, c'était les premiers à faire une place égale aux femmes quand il y en avait. Et il y a eu des femmes pirates très, très célèbres. On a eu Grace O'Malley. Alors elle, c'était avant l'âge d'or de la piraterie. C'était 16e siècle. Et elle, en fait, c'était une Irlandaise, et elle a perdu ses terres quand ses maris sont morts. Et en fait, pour les reprendre, elle a monté des équipages de pirates, et puis elle a repris comme ça ses terres sur le littoral, de château en château. Et je crois qu'elle a rencontré la reine Elisabeth Ier d'ailleurs. On a eu Mary Read. C'est une de celles qu'on connaît le mieux. Alors, Mary Read, en fait, elle est arrivée chez les pirates déguisée en garçon. Parce qu'en fait, elle a été déguisée en garçon par sa mère depuis le plus jeune âge, pour pouvoir toucher l'argent de la famille, mais aussi remplir des fonctions comme valet. Elle s'est engagée dans l'armée. Elle a tenu une auberge toujours grimée en garçon. Après, elle s'est engagée dans la marine. Dans la marine, son équipage s'est fait capturer par des pirates. Et du coup, elle a rejoint l'équipage, toujours en garçon, et elle s'est fait démasquer par Anne Bonny, qui a commencé à la draguer un peu parce qu'elle a trouvé sympa en garçon. Puis en fait, non, mais moi aussi, en fait, je suis une femme, et en fait, elles sont devenues super copines. Et elles ont intégré l'équipage de John Rackham. Et voilà. Donc je crois qu'ils se sont très très bien entendus tous les trois pendant un moment. On a Anne Dieu-Leveux, une Bretonne. Et je crois que son troisième mari est tombé amoureux d'elle parce qu'elle l'a provoqué en duel pour laver son honneur elle-même. Saïda Al-Houra, c'est là, je vais dire plus de bêtises, je pense, parce que je connais moins le personnage. Je crois que c'est une princesse marocaine qui a eu des corsaires à son service. Xingyi Tsao, elle, c'est du 19e siècle, donc c'est un petit peu plus tard, mais c'était la reine de la piraterie des mers de Chine. Et voilà. Donc on avait bien des femmes à bord, et elles avaient toute leur place. Ensuite, les combats. Ce qu'on voit beaucoup dans les films, ce que je disais tout à l'heure, c'est le personnage du pirate complètement... déjà qui a le cerveau grillé au soleil et par le rhum, et qui adore massacrer tout le monde.
Voilà, c'est un personnage qu'on n'aurait pas aimé rencontrer dans la vraie vie. Alors, est-ce que les pirates étaient vraiment comme ça? Ou est-ce que vous pensez que ça, c'est un petit peu plus un fantasme de la pop culture? Alors, qui pense que c'est plus un fantasme de la pop culture? Et qui pense qu'ils étaient vraiment maboules et aimaient massacrer tout le monde? Là, c'est plus mitigé. Eh bien, c'est normal que ce soit mitigé parce que c'est pas tout à fait faux, pas tout à fait vrai. En fait, la plupart des pirates avaient pas trop intérêt à engager le combat, un vrai combat, parce que les blessures étaient horribles, on avait du mal à les soigner, donc perdre des membres d'équipage, voire perdre son navire, ça coûtait quand même très cher aux équipages. Donc, ils jouaient plutôt sur leur réputation, ils préféraient faire peur. Donc là, l'illustration que vous avez, c'est Barbe Noire. Et Barbe Noire, Edward Teach, lui, il se mettait des mèches fumantes dans les cheveux et la barbe pour avoir l'air d'un démon. On avait aussi Black Sam, Sam Bellamy, qui, lui, il attaquait ses équipages noircis de charbon et pas très habillés, donc ça surprenait un peu tout le monde. Et en fait, Sam Bellamy, lui, il avait un autre surnom, c'était le prince des pirates, parce qu'il était connu pour être très clément. Être très correct avec son équipage, mais aussi clément avec ses prisonniers. Donc on avait donc Sam Bellamy, et à l'inverse, on avait des gens comme Ned Lowe ou Charles Vane qui étaient complètement fous et qui étaient des pros de la torture épouvantable, du massacre. Et Charles Vane, il a tellement fait peur à tout le monde, y compris son équipage, que du coup ils l'ont marronné, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé tout seul sur un petit navire en disant fais ta vie parce que en fait nous, tu nous fais peur. Et du coup, c'est son quartier-maître qui est devenu capitaine. Et c'était Jack Rackham. Ouais, Calico Jack. Alors, je vous ai mis des exemples, puisque le thème de Scientilivre cette année, c'est les couleurs. Voici les couleurs des pirates. Donc, ce qu'on appelle, on ne dit pas drapeau, on dit pavillon ou les couleurs. Et c'était assez codifié aussi. Justement, en noir, c'est celui de Jack Rackham. Et le noir, ça veut dire rendez-vous et ça se passera bien. Le rouge, ça voulait dire pas de quartier. Et ça, c'est Henri Avery. C'est le drapeau, c'est le pavillon de Henri Avery qui était plus un flibustier. Voilà. Donc ça, quand on voyait le rouge, il valait mieux partir. Vraiment. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des trucs ou Oui. Du coup, vous verrez plus Pirates des Caraïbes de la même façon. Allez-y, si vous avez des questions. J'ai oublié le nom que porte le drapeau, justement, ce pavillon avec le squelette. C'est quoi? Il y a un prénom dedans. Oui, je sais plus. C'est le Jolly Roger. Ouais. Et on voit à chaque fois. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas dit. En fait, le Jolly Roger, il a été utilisé assez tard pendant l'âge d'or de la piraterie, donc c'est encore c'est quelque chose qui est très attaché à l'imagerie de la piraterie, mais finalement, ils l'ont eu assez tard. Et il y a plusieurs hypothèses, plusieurs légendes sur l'origine du Jolly Roger, et ma préférée, malheureusement, je pense pas qu'elle soit vraie, mais ma préférée, ça viendrait des Templiers, qui, quand ils se sont fait arrêter par le roi de France et le pape, à cette époque, du coup, il y avait une flotte des Templiers qui en profitaient pour fuir. Et pour se venger, ils se sont mis à attaquer les navires français et les navires de la papauté. Et en souvenir de Roger II de Sicile, donc Roger, Jolly Roger, ils arboraient un drapeau, un pavillon noir, parce que c'était déjà un pavillon qu'il affichait à l'époque quand il s'est soulevé contre les forces de la papauté. Ouais. Je la trouve très sympa, cette hypothèse, donc j'aime bien en parler même si j'ai des doutes sur sa véracité. Et le premier à avoir utilisé le Jolly Roger, ça serait possiblement un Français, Emmanuel Wynne. Du coup, si les pirates ils attaquaient pas les autres bateaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Enfin, pourquoi ils se regroupaient ensemble et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah si, ils les attaquaient.
Si, mais en fait, voilà, ils avaient la réputation de les attaquer et en fait, il valait mieux que les navires se rendent. Du coup, quand ils se rendaient, les pirates pouvaient soit intégrer l'équipage, soit faire des prisonniers, demander des rançons et surtout prendre la cargaison et le navire pour pouvoir après avoir plus de flotte. Si le navire était mieux que le leur, par exemple, bah, ils le prenaient. Donc il les attaquait. Par contre, de là à dire qu'ils massacraient tout le monde, voilà, il y en a eu qui l'ont fait, mais c'était pas le plus grand nombre. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qui vous a fait partir sur des pirates de l'air et pas des pirates en mer? Alors, plusieurs raisons. C'est que cette histoire, elle est née en fait quand je la racontais à mon plus jeune frère, qui avait 7 ans, je crois, à l'époque. Et lui, il était fasciné par toutes les machines qui volent. Maintenant, il apprend à piloter des avions, donc ça ne l'a pas quitté. Et oui, il était fasciné par les engins volants. Moi, j'étais fascinée par les pirates. Du coup, comme c'était une histoire, je lui racontais un épisode par soir pour qu'il dorme, voilà, pour le rassurer un peu, parce il a toujours eu un cerveau qui marche un peu trop, et un peu trop tout le temps. Du coup, il nous fallait une histoire où on se sente bien tous les deux, donc j'ai fait des pirates du ciel. Et ce qui est beaucoup plus confortable pour moi, parce que comme j'ai le mal de mer, un épouvantable mal de mer, hein, c'est irrémédiable. Du coup, voilà, des pirates dans le ciel, c'était plus confortable pour moi plutôt que d'écrire des tempêtes avec la houle et tout, parce que j'aurais été souvent un peu, un peu écœurée. Mais voilà, la première raison est celle qui a le plus influencé. Et puis on peut prendre plus de liberté aussi, ça collait bien au steampunk et du coup, on fait un peu ce qu'on veut, c'était bien. Ah, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure à propos de la nourriture. Une petite parenthèse, on mangeait mieux chez les pirates qu'ailleurs. Donc tout ce que je vous ai montré, c'était quand même mieux que ce qu'il y avait dans les marines marchandes et militaires. Voilà. Parce que justement, c'était plus équitablement réparti. Comment ils faisaient les asticots pour rentrer dans les gâteaux, vu qu'on était dans la mer? Alors en fait, c'est parce qu'il y avait des mouches qui rentraient sur les navires au port, donc qui étaient attirées par les carcasses de poissons. Les ports, ils n'étaient pas bien propres à l'époque, donc il y avait pas mal de mouches. Donc elles rentraient sur les navires, elles se trouvaient un petit morceau de bouffe pour pondre leurs œufs. Donc du coup, les œufs se retrouvaient dans la nourriture, donc plus facilement les biscuits de mer, qui étaient pas forcément bien conservés. Et donc les œufs éclosaient, et puis il y avait les asticots, du coup, qui se baladaient. Ils enlevaient pas les asticots. Hein? Pourquoi ils enlevaient pas les asticots? Parce qu'on avait beaucoup. Et donc enlever les asticots, en plus c'était dans les biscuits, donc il fallait briser le biscuit et les sortir, donc ça allait plus vite de se mettre dans le noir pour pas les voir et les manger. J'ai une grand-mère qui a fait pareil pendant la guerre avec un fromage. Elle se mettait dans le noir dans sa cave et puis elle a mangé son fromage comme ça, pour pas gâcher un bon fromage comme ça, c'était quand même une denrée rare pendant la guerre. Je sais pas, j'ai pas pu lui demander quel fromage c'était. J'avais pas envie de lui demander des détails sur cette histoire. Il y avait des pirates qui étaient payés par des royaumes ou des choses comme ça? Non, ça c'est les corsaires. Ah. Mais la frontière entre corsaires et pirates était mince, c'est-à-dire qu'ils pouvaient devenir pirates ou corsaires selon si ça les arrangeait. Voilà. Mais oui, et parfois même il y avait des royaumes qui incitaient fortement certains pirates à attaquer des navires pour enquiquiner la nation, mais comme ils n'étaient pas forcément en guerre officiellement, par exemple à la fin des guerres d'Espagne, ils n'étaient plus en guerre officiellement, mais ils ont continué à attaquer des navires sous prétexte de piraterie pour continuer à les affaiblir et à les enquiquiner. Donc ouais, il y avait des petits coups en douce comme ça, et avoir des pirates sous la main, c'était bien pratique. Ouais, je compris. Merci pour la réponse corsaire pirate.
Et alors, est-ce que tu sais quel était le document qui leur permettait d'être corsaires, d'être officiellement corsaires? La lettre de marque. Ouais, c'était ça, le document signé par des autorités officielles et qui permettait aux corsaires d'exercer leur activité légalement. C'est un document que le corsaire devait toujours avoir sur lui? Oui, oui. Il se faisait démasquer, du coup Oui. Alors du coup, quand ils avaient affaire, quand des navires de guerre avaient affaire à des corsaires, en fait, leur petit jeu de guerre, c'était d'aller décrocher le pavillon du navire, parce que se battre sans pavillon, ça faisait d'eux des pirates. Donc s'ils arrivaient à décrocher leur pavillon, là, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, parce que vous n'avez pas de pavillon, vous êtes des pirates, donc on vous fout prisonnier, on vous tue, procès, exécution et tout le tintouin. Voilà. Donc dès que le pavillon était décroché, on arrêtait les combats pour éviter d'être capturé en tant que pirate. Et du coup, vu qu'il y avait certains rois, etc., qui gardaient un peu les pirates sous leur coude, est-ce qu'ils cherchaient vraiment à les arrêter ou c'était un peu je ferme les yeux et vous faites ce que vous voulez? Ça, c'était en fonction de... Tant que ça les arrangeait, bon, il y avait des largesses, il y avait des... comment on appelle ça? Des tolérances. Mais dès que ça devenait plus encombrant qu'autre chose, non, là, ils étaient capables de mobiliser les task force exprès pour aller dénicher les pirates. Et il y en a eu un Anglais qui a été la terreur des pirates, c'était Wood Rogers. Et lui, il a fortement contribué à mettre fin à la piraterie dans les Caraïbes, justement. Mais du coup, ils servaient à quoi les canons? Si ils utilisaient pas les canons, ils servaient à quoi? Ah si, ils les utilisaient déjà pour faire peur et puis pour abîmer le navire en face et le rendre... Justement, Pardon, alors, j'ai pas compris la question. justement, vu que s'ils abîmaient le navire, s'ils voulaient le prendre après. Alors, ils l'abîmaient pas pour le couler, pas forcément. S'ils voulaient le récupérer, ils essayaient de pas le couler. Par contre, ils pouvaient le rendre impropre à la navigation. Donc, briser le gouvernail, un mât, ça se réparait après. Mais voilà, donc ils le rendaient difficile à manœuvrer pour pouvoir le capturer. Et après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mais c'est arrivé aussi qu'ils veuillent le couler, hein, s'ils étaient de mauvais poil. Hein. Est-ce qu'il y avait des zones de non-droit où tous les pirates accostaient pour réparer leurs navires, des trucs comme ça? Oui, il y en a eu. Il y en a eu alors plusieurs, mais il y en a certains qui tiennent de la légende. En fait, c'était ce qu'on appelait des républiques utopiques pirates. Alors, il y en a une, on sait que ça existait, c'était Nassau. Et après, il y a plus des légendes. Et ça, alors Nassau, c'était aux Caraïbes, et puis il y a une légende sur Libertalia qui est près de Madagascar. Mais ça, ça reste encore à prouver. Et oui, du coup, c'était un port aux mains des pirates, et donc il y avait des échanges qui se faisaient à ce niveau-là. Ils pouvaient venir pour caréner leurs navires. J'ai appris que, je crois que c'est Mary Read du coup, qui a eu la vie sauve, notamment parce qu'elle savait lire. Est-ce que vous savez, comme certains pirates ont la réputation d'être sanguinaires, fous, etc., s'il y en avait qui avaient la réputation d'être plutôt lettrés, raffinés ou des trucs comme ça? Oui. J'ai parlé de Sam Bellamy tout à l'heure, qui lui était apprécié de tout le monde, même de ses ennemis. Alors je dirais, c'est peut-être un peu trop de dire que ses ennemis l'appréciaient, mais en tout cas, s'il fallait vraiment se faire capturer par un pirate, c'était plutôt lui. Voilà. Et en fait, ce qu'on a longtemps connu des pirates, c'était les rapports des procès quand ils étaient capturés. Donc ça donnait pas un portrait très flatteur, mais on a retrouvé quand même des documents de gens qui ont été prisonniers des pirates, notamment alors lui il n'était pas prisonnier, mais il y a un gouverneur qui fait un rapport sur la piraterie là où il officiait, et il disait avec ces mots que ce qu'il a observé chez les pirates, c'est justement des principes d'égalité, qu'ils étaient mieux payés, qu'ils mangeaient mieux, qu'ils étaient mieux traités que dans les marines marchandes et militaires, et donc il disait
c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se débarrasser de la piraterie. C'est parce que il y a toutes les raisons du monde d'être attiré par la piraterie. Bon, du coup, ils vivaient leur meilleure vie, mais de façon très courte, hein, parce qu'ils mouraient vite quand même, les pirates. C'était une carrière à court terme. Voilà. Si vous avez plus de questions, merci d'avoir écouté.